avant de nous plonger dans l'histoire de cette salle mythique, on va le voir, hein, d'une certaine façon, et aussi de se plonger dans l'histoire de Bruxelles par la même occasion. Je voudrais qu'on peut-être prendre quelques mots pour vous présenter Johan Rall, qui est licencié en communication et en droit européen. Johan Rall a été journaliste spécialisé dans l'histoire de la musique populaire, mais tu as collaboré aussi à de nombreuses revues musicales. On vient d'évoquer effectivement Riff, hein, oui, qui était un petit peu à contre-courant aussi, hein, d'autres revues. Alors tu as collaboré régulièrement à des émissions pour la RTBF et la VRT, anciennement BRT, puisque tu as aussi présenté le JT, le journal télévisé. Oui, en effet, il y a très longtemps. C'était en noir et blanc. Voilà. Et en gestuel. Non, non, mais en effet, donc, oui, oui. J'ai fait une carrière de journaliste et de producteur à la radio et la télé publique flamande, la BRT à l'époque. Et ensuite, je suis passé dans la communication d'entreprise. Je suis toujours actif en tant que conseiller en communication d'entreprise. Mais j'ai une passion pour la musique et pour l'histoire de la musique et pour le cinéma également. Et en effet, j'ai démarré en 1978, précisons, 1978, comme rédacteur en chef de Riff, qui était le pendant de, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, de En attendant. Donc il y avait En attendant avec Gilles Verland et il y avait Riff. Nous étions jeunes, pleins d'énergie et nous étions les anti-humo du côté flamand et anti-télémoustique du côté francophone. Et nous avons tenu le coup pendant 3 ans. Voilà. Mais donc, depuis lors, j'ai continué une carrière, entre guillemets, de journaliste et d'historien de la musique populaire. Et on y reviendra peut-être, ça m'a amené à faire de très belles rencontres, voilà, qui ont alors qui ont abouti à la réalisation de ce livre. Ça, c'est pour dire un petit mot de ton actualité. Il y a quelques années, donc, tu as eu l'occasion de dialoguer avec Ravi Shankar à New Delhi. Et donc là, tu termines le montage de ces rencontres assez particulières avec Ravi Shankar. Oui, je ne veux pas me vanter, mais j'ai collaboré, j'ai assez bien connu Ravi Shankar et sa veuve maintenant, Sukanya. On a réalisé un DVD ensemble dans le temps. C'est comme ça que s'est tissé des liens et j'ai eu l'occasion de l'interviewer longuement il y a 8 ans. Et c'est une vidéo que je n'avais pas encore terminé, et là on est vraiment dans la phase finale du montage. Ce sera simplement une conversation entre nous deux d'une 40aine de minutes que je vais vendre, mettre en ligne, etc. Dans quelques semaines probablement. Et parallèlement, donc en effet, je continue. Entre autres, je collabore depuis 20 ans avec Marc Isaïe sur Classique 21, donc je continue dans mes aventures musico-journalistiques. Et je me suis offert aussi, et le livre, j'en ai amené quelques exemplaires, je me suis offert la publication d'un livre de photos un peu, comment dire, off the beaten track, un peu décalé, de Mons, des photos prises par un Anglais, Mark Lewison. Je m'intéresse beaucoup aux Beatles et Mark Lewison est l'autorité mondiale absolue en ce qui concerne les Beatles, donc on a fait un bout de chemin ensemble et j'avais envie de publier ces photos et j'ai pu retrouver la renaissance du livre. On a fait une coédition de ce livre qui montre Mons sous des angles tout à fait inconnus et assez insolites. An Englishman in Mons. Oui, hein? Et ça s'appelle An Englishman in Mons. Quand je disais tout à l'heure que ce livre est le fruit de rencontres de plus de 20 ans, en fait, le directeur actuel de l'Ancienne Belgique, Dirk de Klippeler, il y a plus de 20 ans, était le directeur de la maison de disques EMI en Belgique. Et il m'avait demandé d'écrire l'histoire d'EMI en Belgique, de la présence d'EMI sous différentes formes, le premier siècle de présence, de 1897 à 1997,
de la firme de disques EMI en Belgique. Et c'est comme ça que donc j'ai connu Dirk de Cleppeler, qui est plus tard est devenu le patron de Universal Music en Belgique. Ça m'a permis de faire des rencontres, notamment avec Paul McCartney à plusieurs reprises, etc. Et c'est comme ça qu'il a pensé à moi pour écrire l'histoire de l'ancienne Belgique, parce que je crois qu'on va y revenir. Il n'existait pratiquement rien. Et je trouve un peu dommage d'ailleurs que ce ne soit pas un vrai historien qui aurait eu les moyens et le temps de se pencher sur l'histoire de l'ancienne Belgique. Enfin, on a fait de notre mieux, mais bon, c'est pas encore un vrai travail d'historien, je trouve personnellement. Enfin, on y reviendra peut-être. Il y a des projets, mais je m'avance un peu, de revisiter une troisième fois cette histoire et de peut-être la sortir en 2019. Et moi, personnellement, l'idéal, ce serait que ce soit en français, en néerlandais et en anglais. Mais là, je ferme la parenthèse. Et alors, il était en contact, Dirk, avec une maison d'édition renommée en Flandre, Manteau, dont l'éditrice, Marianne de Bar, me connaissait également parce que j'avais beaucoup travaillé pour De Morgen dans le temps, fait des interviews avec Yoko Ono, Françoise Hardy, Donovan, je crois que j'ai mis la photo de Donovan en effet. Et donc voilà, on se retrouve tous ensemble parce qu'elle avait été mon éditrice pour De Morgen, elle devient mon éditrice pour la réalisation du livre. Et en parallèle de tout cela, mon amour et ma passion pour la musique et la communication m'avaient également amené à être dans l'équipe de l'organisation des 2 concerts Belgavox. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, à l'Atomium en 2009 et le 2e concert en 2010, Place des Palais. Et c'est comme ça que j'étais en contact avec tout ce monde musical, tous les artistes de la scène belge, notamment Arnaud. Et c'est comme ça qu'Arnaud m'a fait le plaisir d'écrire une très savoureuse introduction à notre livre. Oui, alors là, je vais quand même juste juste vous lire la fin de ça, c'est pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, hein, vous avez compris avant le repas aussi. Mais alors ça, c'est la préface que Arnaud a donnée à Johan pour le livre. Et donc la fin, c'est alors dans le plus pur style Arnaud, hein. Quand je ne suis pas en tournée, je vais encore souvent moi-même à des concerts à l'ancienne Belgique. Il faut dire que c'est tellement proche de chez moi que quand je vais y pisser, c'est à la porte de ma maison que je mouille. Hein? Je peux manger là-bas, boire une pinte, je connais tout ce qui travaille là-bas. La baie, c'est comme si c'était mon living. Donc voilà, donc ça c'est les derniers mots de l'introduction de la préface d'Arnaud. C'est vers la fin du 19e siècle et puis en effet le début du 20e siècle qu'on retrouve rue des Pierres, numéro 13, 15, 17. On retrouve ce qui s'appelait dans le temps, ça s'est appelé le vieux Düsseldorf. Ça c'était vraiment, l'auberge, une brasserie allemande, Oberbayern, quoi. Tout à fait. Et c'était à cette époque. D'ailleurs, le nom Ancienne Belgique, on ne sait pas vraiment d'où il vient, mais c'était un peu dans l'air du temps. Il y avait à l'exposition universelle à Anvers en 1930, il y avait un pavillon qui s'appelait la vieille Belgique, donc Oud-België. Et d'ailleurs, il y a eu des anciennes Belgique également à Anvers et à Gand, on y reviendra peut-être, que tout le monde appelait Oud-België. Mais donc, l'ancienne Belgique ne s'est appelée ancienne Belgique qu'à partir de 1931. Oui, c'est ça. Où il y a la création de la société anonyme Ancienne Belgique, et qui ensuite, et vous voyez là que, enfin, pour ceux qui arrivent à lire, qu'à un certain moment ça s'est appelé Bruxelles Kermesse, et déjà on voit qu'il y a en fait la formule musical, ouais, la formule musical avec des acrobates, avec des chanteurs, avec un grand orchestre, etc. Et quand la famille Matonnet reprend cet établissement en 31 puis en 35, ils savent y faire. La famille Matonnet est originaire de Verviers, d'ailleurs.
est originaire de Vierville, puis ils sont allés habiter à Liège. Et le père de Georges Matonnet, dont on parlera parce qu'il est très important pour la première période de l'ancienne Belgique, son père, Arthur Matonnet, a créé en 1922 le Forum de Liège. Et en plus, avec son frère, ils avaient des établissements à Bruxelles, à Anvers, même pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ils s'installent vraiment à Bruxelles. Il y aura également une ancienne Belgique dès la fin des années 30 à Anvers et une à Gand, parce que il y avait quand même un public très francophone à Anvers et à Gand à cette époque-là. Donc, il y a ce lien de la francophonie, justement, dans ces deux villes. Et en 1935, le père Matonnet fait en sorte que son fils, Georges Matonnet, qui n'a que 22 ans, peut devenir propriétaire et directeur de l'ancienne Belgique. Et c'est Georges Matonnet qui sera à la tête de l'ancienne Belgique de 1935 à 1971. Donc la formule musical qu'on retrouve partout en Europe, c'est premièrement, les gens sont assis à table, donc jusque dans les années 60, quand Johnny Hallyday, etc., on en reparlera, passe, les gens sont assis, boivent, mangent, et puis il y a un programme qui est composé d'acrobates, de ventriloques, de contorsionnistes, etc. Il y a toujours un animateur. Dans les belles années de l'ancienne Belgique, c'était les frères Sulon de Liège. C'était aussi un Stéphane Steeman, par exemple, qui faisait des présentations, qui faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui du stand-up comedy. Il y avait alors des jeunes à qui on donnait une première chance, la vedette anglaise qui pouvait faire 2, 3 morceaux, enfin chansons, la vedette américaine 4, 5, 6, et puis la vedette. Et cette formule-là, elle est restée jusqu'à la fin des années 60. Je crois que là, M. Matonnet s'est trompé. Il a, lentement mais sûrement, on a glissé vers la formule gala, mais c'était déjà trop tard. Parce que c'est une formule très chère en plus. Et dans la formule musical, on y reviendra parce qu'on verra des affiches, enfin une affiche au moins, je crois, les artistes restaient sur place pendant une semaine, pendant 10 jours, ou jusqu'à 10 jours. Et il y avait des matinées, etc. Donc, pendant une semaine, très souvent, il se produisait 12, 13 fois. Et donc, il y avait une communauté qui s'installait, et ce n'est pas du tout comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Ces gens se connaissaient, se côtoyaient, restaient à Bruxelles pendant une semaine, parfois 2 semaines. De toute façon, Georges Matonnet est un découvreur de talent. C'est aussi un businessman. Il est ambitieux, mais et ça c'est intéressant parce que c'est un fil rouge que pendant maintenant presque 90 ans que l'ancienne Belgique existe. Dans cette continuité, dans cette longévité, il y a un fil rouge. Pour moi, c'est une passion, un amour pour la musique et pour le spectacle en général, parce qu'il y a aussi eu du théâtre, de la danse, de la poésie, etc. Donc il y a ça, il y a cette passion. Il y a aussi un esprit d'entrepreneuriat avec une prise de risque, des investissements, pas seulement dans les infrastructures, mais aussi dans les nouveaux talents. Matonnet est un visionnaire, même d'un point de vue technologique. Dès 1938, il y a des retransmissions à la radio de concerts en direct de l'ancienne Belgique, qui seront malheureusement interrompus à cause de du début de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se retrouve maintenant même dans l'AB moderne, parce que l'AB moderne a été pionnière dans le streaming et la retransmission, même les premiers balbutiements, la préhistoire du streaming, de la retransmission en direct des concerts sur Internet. Et maintenant, il y a vraiment un studio audio, vidéo de la retransmission des concerts en streaming live. Donc il y a vraiment là une volonté d'être toujours à la pointe. Là où il s'est trompé, à mon humble avis, c'est qu'il n'a pas su suivre l'évolution des goûts musicaux. Il s'est arrêté un peu trop pendant les années 60 sur tout ce qui est francophone. Parce que
on n'en a pas encore parlé, mais ils sont tous passés par là. Oui. Piaf, Brassens, Beko, Aznavour, Barbara, tout le monde, Brel bien entendu, on en reparlera, et puis c'est les yéyés, on en reparlera également, mais il n'a pas compris que la scène et que les goûts musicaux étaient en train d'évoluer. Donc là, c'est dans la fin des années 60, oui. Hein, c'est ça. Hein, que... Mais c'est un personnage fascinant qui mériterait à lui seul une biographie, une vraie biographie. Pour les besoins du livre, parce qu'il existait très peu, on n'en a pas encore parlé, mais en fait, là où j'étais un peu mal pris quand on m'a confié cette mission, c'est que je pensais que c'était un travail surtout d'écriture et que je pourrais puiser dans les archives, etc. Il n'existait presque rien. Et donc, on a beaucoup passé de temps à reconstruire l'histoire et également des passages. Il n'y avait, par exemple, pas de répertoire exact, complet des passages des artistes à l'Ancienne Belgique. On a vraiment dû travailler dur là-dessus. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne sais plus. Voilà. Non, ah oui, non. Et par contre, Georges Matonnet, on a été voir dans les archives de l'État et les archives de l'armée parce qu'il c'est un personnage fascinant. Ça m'intéressait de savoir ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale en Ancienne Belgique. Et comme presque tous les établissements, les théâtres, les établissements de divertissement dans toute l'Europe occupée, ça continuait à fonctionner plus ou moins bien. Et bien sûr, on organisait des spectacles pour l'occupant, pour un public allemand. Mais très souvent, ces théâtres étaient aussi... d'ailleurs, le film Le Dernier Métro en parle, hein, le film avec Catherine Deneuve et Depardieu, je crois. Depardieu. C'était aussi des endroits de résistance. Et Matonnet, là, vous voyez sa carte de prisonnier de guerre. Il a été fait prisonnier de guerre au début de la guerre, en 40. On a été libéré en 41. Ça, c'est une histoire assez cocasse parce qu'on l'a libéré parce qu'on croyait qu'il était flamand. Son adresse était à Anvers. Et à un certain moment, en 41, les Allemands ont libéré des Flamands parce que c'était des frères et des sœurs germaniques et donc on pensait créer du goodwill pour l'occupant. C'est comme ça que Georges Matonnet se retrouve libéré en 41. Par contre, il a été arrêté par la Gestapo à la fin de la guerre pour ses activités de résistant. Il cachait des résistants, il a participé à la rédaction du Soir, volé, etc. Enfin, pas le Faux Soir, c'est l'inverse, le Faux Soir. Et il s'est retrouvé là aussi miraculé sur le train qu'on appelle le train fantôme. Ils étaient mis, tous ces prisonniers politiques, ils étaient mis sur un train qui devait les emmener dans un camp de concentration, mais grâce au courage des cheminots belges qui ont saboté le voyage de ce train, les Allemands, et déjà c'était la fin de la guerre, ça allait très mal pour eux, ont fait revenir le train vers Bruxelles. Et c'est comme ça que Georges Matonnet s'est retrouvé à Bruxelles le jour de la libération de Bruxelles. Donc, des histoires fascinantes. Et en plus, il a un roman à lui seul, je veux dire, ça peut constituer un livre à lui seul. Oui, tout à fait. Effectivement. Dans le livre, on apprend qu'il y a eu des contacts justement entre Bruno Cocatrix et Georges Matonnet dans les années 50, je crois. Oui. Et en fait, c'est Bruno Cocatrix qui a plus ou moins copié la formule de Matonnet. Et parce que l'Olympia reprise par Cocatrix, ce n'est qu'en 54. Il a fait une sorte de stage chez Matonnet et puis ils se sont trouvés des Cocatrix est venu apparemment à Bruxelles, oui, c'est ça. Et puis ils ont formé une alliance commerciale entre l'Olympia Bobino, parce qu'à un certain moment Cocatrix était également le patron de Bobino, la salle à Paris. Et ils ont formé comme ça une alliance commerciale et ils s'échangeaient les artistes. Et bien entendu, et donc souvent les artistes, et là on est à nouveau tout à fait dans les artistes francophones bien entendu de l'époque, ils passaient très souvent en Belgique, à l'Ancienne Belgique, souvent également à Gand et à Anvers, avant de passer à l'Olympia. Alors ça c'est assez incroyable quand même, ça il faut retenir, ça il faut dire, ça, hein il faut le dire. Et donc voilà, il faut le dire quand on va à Paris. Hein, le livre est interdit en France. Là on est vraiment
dans les années 50. Oui. Hein, 55. 55. Oui. Là aussi, on va reparler de Paris parce que à ce moment-là, voilà. Brel n'est pas encore très connu en Belgique. Il a déjà sorti un disque. Il essaie de se faire un nom à Paris. Il a d'ailleurs déménagé à Paris, enfin dans la banlieue de Paris. Et donc, paradoxalement, Georges Matelet découvre Jacques Brel à Paris et le fait venir à Bruxelles. Et donc là, oui, on vous montre une affiche tout à fait classique de l'ancienne Belgique de l'époque. Et c'est vraiment un tournant dans la carrière de Jacques Brel. C'est la première fois vraiment qu'il est mis en vedette. Pour ceux qui voient, c'est une affiche de 55, ça, hein? Affiche de 55, et donc on voit tous les ingrédients de Music Hall. Donc il passe une semaine à l'ancienne Belgique. Il y a en effet des acrobates, il y a le grand orchestre de l'ancienne Belgique dirigé par monsieur Gaston Houssa. Et puis pour l'anecdote, il y a un second nom et ils sont en fait à égalité dans la programmation. C'est un certain Bobby Yann qui d'ailleurs écrit son nom, on épelle son nom en fonction du public, parce qu'il travaillait en Allemagne, il travaillait en Angleterre. En fait, c'est Bobbejaan Schoepen, que vous connaissez probablement de Bobbejaanland. Donc, il a créé Bobbejaanland pour ne plus être tributaire des salles de concert. Donc, on devait venir vers lui. Et que vous connaissez peut-être aussi avec une très très belle chanson adaptée par Richard Anthony. Je me suis souvent demandé, qui est une très belle chanson originale de Bobbejaan Schoepen. Enfin, ça c'est pour l'anecdote. Mais donc sur le même plan, sur le même pied que Jacques Brel sur l'affiche. Oui, tout à fait. Ah ouais. Donc, mais pour Jacques Brel, vraiment, c'est un tournant dans sa carrière et Jacques Brel sera très fidèle à l'ancienne Belgique. Il y passera presque tous les ans jusqu'en 65 et il restera une semaine, 2 semaines à chaque fois. Annie Cordy, c'est en 45. Oui, Annie Cordy. C'est 10 ans avant, oui, effectivement. Et donc, mais c'est intéressant aussi dans le fil rouge, la continuité, c'est de donner une chance aux jeunes. Ça, en fait, voilà. Et c'est pas simplement en les mettant en vedette anglaise ou américaine. Et ça se retrouve toujours dans la politique aujourd'hui de la gestion de l'ancienne Belgique, c'est qu'on donne une chance aux jeunes en leur donnant un coaching, en mettant à leur disposition le studio d'enregistrement. Et donc, par exemple, Céla Sou a été Artist in Residence à l'ancienne Belgique, a fait ses premiers pas en studio à l'ancienne Belgique. On accompagne ces jeunes et de la même façon, mais donc en 45, Annie Cordy participe à un crochet, un concours de chansons qu'elle gagne. Et qu'est-ce qu'on peut gagner? Ben, c'est justement une semaine à l'ancienne Belgique. Et c'est là qu'elle fait ses premiers vrais pas sur les planches. Elle avait fait déjà des concerts, mais là c'est vraiment la promotion. Et elle restera à l'ancienne Belgique. Et là aussi, Georges Matelet, parce qu'elle en parle dans ses mémoires, Georges Matelet était, bon, on dira maintenant, il était très paternaliste, mais il aimait ces artistes, ces musiciens, il les dorlotait, il les choyait, mais il était aussi très sévère. Il était très sévère avec eux. Annie Cordy en parle dans ses mémoires. Elle dit, voilà, il y avait des amendes quand on ne venait pas aux répétitions, il y avait des amendes quand on ratait son entrée, etc. Enfin, une belle école. Dans les années 60, arrive le rock. Arrive le rock. Aussi bien les yéyés, on en parle tout de suite, mais également le rock anglais, surtout, américain un peu, mais surtout anglais. Et là, vous voyez, c'était assez intéressant pour ceux qui peuvent voir. On est vraiment, c'est les chats sauvages, etc., qui font leur apparition à l'ancienne Belgique, mais on est toujours dans la formule, excusez-moi, Music Hall, avec les gens qui sont assis à des tables. Et je n'ai pas résisté à vous passer un extrait du concert de Gene Vincent. Gene Vincent, légendaire par Bebop Lula, à l'ancienne Belgique. Et dans le temps, c'était l'habitude, ces artistes-là n'emmenaient pas un orchestre d'accompagnement, un groupe. Ils se faisaient accompagner par des locaux.
Et ici, c'est les Sunlight de Moucron qui accompagnent Gene Vincent, un groupe italo-franco-belge de Moucron, qui après, parce qu'ici on est en 63, qui après feront une très belle adaptation du Déserteur de Boris Vian, 66, et puis c'est les Roses Blanches, etc. Mais là, vous verrez, c'est assez, c'est très rock, c'est très rock. She's my baby. Don't baby. She's my baby. Don't she's the gal in the red blue jean. She's the queen of all the time. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so bad. If I forget, she's my baby. If I forget, don't believe it. If I forget, she's so God that way. Now she's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. Now she is the one that deals alone. She's my baby. If I could know me. Le guitariste qui débranche la guitare, il y a un autre qui se casse le poignet. Voilà, alors je ne sais pas si M. Matonnet appréciait vraiment. Voilà. Mais donc les gens sont assis là, hein, oui, on en voit bien, les gens sont assis. Alors,
vous le dites, hein, vous l'écrivez dans la première moitié des années 60, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, il pleut littéralement des groupes à guitare. Oui, tout à fait. Et donc là, effectivement, ce groupe accompagne... oui, et dont beaucoup vont faire leur apprentissage comme ça, hein, et dont certains vont faire une carrière après. Alors donc on est dans les années 60, on est toujours en 63, et là aussi je voulais vous passer un extrait d'un reportage de la RTB, où Johnny Hallyday parle de l'ancienne Belgique, ce qui est quand même intéressant. Et vous voyez que là, on est toujours dans la formule musical, avec des équilibristes, des acrobates, puis Sylvie Vartan qui termine la première partie, Johnny Hallyday en vedette dans la deuxième partie, avec toujours Alphonse Böhm et son orchestre. Donc il y avait toujours le grand orchestre de l'ancienne Belgique. Voilà, ça c'est l'époque, tous les yéyés sont passés à l'ancienne Belgique. Il y a donc bien sûr Johnny et Sylvie, ils reviendront très souvent d'ailleurs. Il y a France Gall, il y a Françoise Hardy qui m'a fait le plaisir de partager avec moi une anecdote, c'est que à chaque fois qu'elle venait à Bruxelles, que ce soit pour l'ancienne Belgique ou pour d'autres, pour des enregistrements ou pour des promotions, elle adorait aller manger des crêpes dans la crêperie qui existe toujours d'ailleurs à l'angle de la rue du Midi et de la rue des Pierres. Et voilà. À l'ancienne Belgique, les fiancés du twist. Merci. Je pense à toi, mon amour. Je reviendrai pour ne plus te quitter. De toi, ma vie est sans joie. Eh bien, Johnny Hallyday, on m'avait dit que vous travailliez beaucoup. Je vous ai vu à l'œuvre cet après-midi pendant la répétition. Et je dois dire vraiment, ça semble être vrai. Alors, quand vous arrivez dans une nouvelle salle, quels sont les points auxquels vous devez faire le plus attention? Ce sont pourtant les mêmes chansons que vous chantez chaque fois. Oui, mais vous savez, la chanson n'a rien à voir avec la sonorisation. Et comme chaque salle où on chante a une acoustique différente, il faut qu'on regarde et qu'on vérifie le son pour les amplis, parce que quand ça ne marche pas, eh bien on dit dans les journaux qu'on s'en va sur un coup de tête alors que c'est faux. En définitive, vous travaillez combien d'heures par jour? Eh bien, il nous faut à peu près 2 ou 3 heures d'installation chaque jour pour vérifier si le son est bon. Chaque fois que vous avez quelque part. Oui. Alors maintenant ici, une fois que vous êtes installé à l'ancienne Belgique, maintenant c'est fini la répétition. Ah non, tous les jours on va revenir faire... tous les jours, vous recommencez la même préparation? Oui, parce qu'il y a des jours où il y a plus de monde, des jours où il y a moins de monde dans la salle, alors il faut agir en conséquence avec les amplis. Je t'aimais bien pourtant mon ami, tu as volé la femme de ma vie. Voilà pourquoi d'une balle je t'envoie dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Adieu l'ami, tant pis pour toi. Au début, on entend les fiancés du twist. Hein. Mais donc, oui, effectivement, alors là, on est aussi en 63, mais on en discutait. Sans doute que Johnny Hallyday est passé sur les planches de l'ancienne Belgique peut-être 10 ans avant. Oui, ce n'est pas improbable, mais je n'en ai pas de preuves matérielles. Mais Johnny, comme vous le savez, parce qu'on a beaucoup parlé de Johnny ces derniers temps, donc dans toutes les biographies, etc., que vous avez pu lire sur lui, il a fait ses débuts en fait dans la troupe de sa cousine Desta et de Lee Hallyday, son père adoptif, on peut le dire quand même, qui sont passés souvent à l'ancienne Belgique. Et la première preuve matérielle que j'en ai trouvée, c'était en 53, où ils sont au programme de l'ancienne Belgique. Et on dit il y a, oui, et ça c'est des danseurs acrobates, Desta et Lee Hallyday, avec I, Lee Hallyday. C'est Johnny qui a changé comment on dit le spelling, l'orthographe de leur nom avec 2 Y. Mais en plus, bon, il est né dans la rue. Non, il n'est pas né dans la rue, bien entendu. Johnny était très bien entouré. À Paris, il avait des leçons de danse, de théâtre, de violon même. Et donc, c'était vraiment la troupe de sa cousine, c'était vraiment un apprentissage.
il faisait l'Europe, il faisait la tournée européenne avec ses cousins. Et dès l'âge de 10 ans, il avait un petit numéro où il chantait une ou deux chansons sur scène. Et donc, il n'est pas impossible que Johnny Hallyday ait déjà chanté à l'Ancienne Belgique en 53. Là, on est vraiment dans l'institutionnel, dans le politique également. Mâtonnais est un visionnaire. Il voit que les choses changent. Le quartier est vraiment laissé à l'abandon par le politico-immobilier de la fin des années 60 à Bruxelles. Ouais. Je n'entre pas dans les détails, mais on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Il voulait investir, mais il a trop investi et il n'a pas obtenu les subsides qu'on lui avait promises. Il a dû revendre la Maison du Cygne, d'actualité également, parce que pendant 10 ans, c'est Mâtonnais qui avait créé le restaurant de la Maison du Cygne, dans l'immeuble de la Maison du Cygne. Donc, la famille a dû revendre la Maison du Cygne, mais rien n'y faisait. Et en fait, ce sont ses amis, enfin, ou pseudo-amis dans l'immobilier et dans la politique à Bruxelles, qui l'ont laissé tomber. Et en 71, il a dû jeter l'éponge. Et un de ses créanciers, c'était la Société nationale du crédit à l'industrie. C'est eux qui, alors, au début des années 70, jusqu'à la reprise par la communauté flamande, se sont plus ou moins occupés de l'Ancienne Belgique. Et donc en 73, là, on voit une affiche assez sobre. Hein, oui, c'est même le programme. Ça, c'est une page du programme. Voilà, pour le gala de réouverture, en 73. Oui. Alors, qui reprend là les années 70, c'est vraiment ce sont les mauvaises années pour l'Ancienne Belgique. En 70, donc à partir de 71, 72, il ne s'y passe plus grand chose. Il y a un projet de réouverture à la fin 73 avec ce gala de réouverture en 73, mais qui ne va aboutir à rien. Enfin, j'ai pu interviewer Frédéric François à ce sujet. Pour lui, c'est bon, c'était un gala et c'est tout. Et il ne se passe plus rien. On peut louer la salle l'Ancienne Belgique pour tout et n'importe quoi, des défilés de lingerie, des balles d'étudiants. Mais à partir de 74, des jeunes loups, organisateurs, maintenant on dirait promoteurs, d'ailleurs certains d'entre eux sont devenus promoteurs et millionnaires et font partie maintenant de Live Nation, des jeunes organisateurs de concerts qui se disent, oui, cette salle a une capacité qui nous intéresse, parce que en 70, il y a déjà Forêt Nationale, donc une capacité qui nous intéresse, qui n'est pas trop chère, qui a quand même une histoire, et ce sont des Paul Ambach, Michel Perle, Gilles Verland, avec Michel Koop, avec Christian Verbilgen, qui sont maintenant chez Live Nation, qui vont commencer à organiser des concerts à partir de 74 avec des grands noms en fait, 10 Years After, Lou Reed, Leonard Cohen. On va en parler brièvement parce que c'est un bel exemple de difficulté historique en fait, d'avoir vraiment des preuves historiques de passage d'artistes dans les années 70 à l'Ancienne Belgique, mais ça vaut pour toutes les salles en fait. Kraftwerk est passé dans les années 70, etc. Mais ça, c'est les jeunes loups qui organisent ce type de concerts très internationaux pendant les années 70. Alors, si vous le permettez, rapidement, pour vous montrer la difficulté, parfois, d'être sûr de ce qu'on avance. À gauche, vous avez, ça on l'avait, et grâce à un collectionneur de tickets de concerts de l'Ancienne Belgique, on a pu en retracer beaucoup. Et là, c'est un ticket déchiré, donc on est sûr que le concert a eu lieu, de Frank Zappa en 74. Et alors, à côté de cela, vous voyez la pochette d'un disque live sorti en 73 de Leonard Cohen, où une chanson a été enregistrée à Bruxelles.
C'est ce que dit la pochette, mais on ne dit pas où à Bruxelles en 72. Alors très longtemps, nous avons pensé que c'était en 72 à l'ancienne Belgique, parce qu'on savait que Paul Ambach, qui ne se souvient plus, bien entendu, il n'a rien gardé, enfin il n'y a pas d'administration, qui ne se souvenait plus très bien si Leonard Cohen c'était en 72 ou peut-être en 74, etc. Maintenant on a la preuve, parce qu'on a retrouvé un photographe qui était là en 72, c'était au Palais des Beaux-Arts. Par contre, Leonard Cohen, on le retrouve dans un programme de télémoustique de 74, et il serait passé le jour après Frank Zappa à l'Ancienne Belgique, Leonard Cohen. Mais, quand même un point d'interrogation, bon, on est quasi sûr qu'il est passé, mais en faisant des recherches avec Marc Isaïe pour un documentaire sur Pink Floyd, par exemple, qu'on a fait ensemble pour la 2, très souvent, on retrouve le nom d'artiste ou de groupe dans des programmes classiques, télémoustiques, le soir illustré, etc. Mais très souvent, les concerts étaient annulés. Et donc, on croit avoir une preuve du passage d'un artiste, mais en fait, il n'est jamais passé. Mais si je crois qu'on peut être sûr que Leonard Cohen est passé à l'Ancienne Belgique en 74. Voilà. Oui, donc, c'est vraiment là un travail d'archiviste, quoi, hein, d'aller. Oui, parfois c'est vraiment difficile parce qu'il n'y avait rien. Mais cette période-là est finalement difficile. Très flou, très flou. Oui. Et donc, alors juste qu'à peu près fin des années 70, on retrouve de la documentation. Plus ou moins, parce que à partir de 79. Et ça, c'est vraiment le nouveau départ de l'Ancienne Belgique tel qu'on la connaît maintenant. Et c'est l'anniversaire il y a 2 ans, on a fêté les 35 ans de l'Ancienne Belgique en tant qu'institution culturelle flamande, parce que en 70, il y a la première réforme de l'État, il y a un ministère de la culture française et flamande, et à un certain moment, le ministère des Finances reprend l'Ancienne Belgique, en fait, reprend la dette, la créance de la Société nationale de crédit à l'industrie, et met à la disposition de la culture flamande ou française l'Ancienne Belgique et le botanique. Et les 2 ministres de l'époque doivent donc se mettre d'accord qui va prendre le botanique, qui va prendre l'Ancienne Belgique. Et Vic Ancion joue, c'est un coup de poker. Il se dit que si je dis que c'est le botanique qui nous intéresse, les francophones vont prendre le botanique parce que c'était en fait l'Ancienne Belgique qui l'intéressait, l'Ancienne Belgique mieux située au centre de Bruxelles, très près du Beurs-Schouwburg, très près de la KVS, donc autres institutions flamandes, et c'est comme ça que l'Ancienne Belgique vient aux mains de la communauté flamande avec la vraie grande réouverture en 79. Mais après 79, c'est vraiment un calvaire. On va de construction en reconstruction. Il y a des nouvelles normes au niveau, par exemple, de l'incendie. Après l'incendie, non seulement de l'innovation, mais également d'une salle de concert, enfin de spectacle à Liège. Donc tout ça, c'est très compliqué. Il y a les nuisances sonores en plein Bruxelles. Hein, enfin, vous connaissez le quartier, rue des Pierres, le boulevard Anspach. Et donc là, à nouveau, le fil rouge, c'est cette passion pour le spectacle et pour la musique fait que les gens qui ont la charge de l'Ancienne Belgique vont continuer à investir, n'abandonnent jamais, s'exilent parfois pour avoir une continuité dans la programmation. Dans les années 90, ils s'exilent au Kai Theater, place Square de Sainte-Hélène, pour pouvoir continuer la programmation. Et en parallèle, toujours, ils cherchent également à chaque fois une petite salle qui peut être complémentaire à la grande salle pour faire des concerts plus intimes avec des singer-songwriters vraiment de renommée, anglais, américains qui y passent. Toutes les musiques
ont été accueillis aussi à l'ancienne Belgique. Hein, on a parlé du rock, des yéyés, mais il y a du punk, il y a eu du jazz, du jazz, de la musique du monde. On a parlé de poésie aussi avec cette affiche d'Allen Ginsberg, avec la faute d'orthographe dans le prénom. Ça, magnifique. Donc effectivement, il y a aussi cette volonté d'embrasser toutes les musiques, de les accueillir aussi au sein de l'ancienne Belgique. Oui. Je ne sais pas si on a le temps de passer à Adèle. Oui. Je vous parlais de petites salles et dans la continuité de la programmation de l'ancienne Belgique, même quand c'était très difficile au niveau de l'infrastructure et des bâtiments, etc. Il y avait toujours une petite salle. Il y a eu une petite salle rue des Pierres, à l'étage au-dessus du Falstaff Gourmand, où sont passés de très grands noms. Il y a eu le Bellevue Club, dans l'ancienne brasserie Bellevue, quai de Hainaut, parce que dans l'ancienne Belgique d'aujourd'hui, on a préservé cette philosophie d'avoir la grande salle et puis une salle plus petite, style club, pour des concerts intimes. Et Adèle est passée une fois à l'ancienne Belgique, et ça aussi j'avais envie de vous le passer, parce que c'est Adèle quand elle a 20 ans. C'est pour un showcase en 2008 je crois. Elle vient de sortir son disque et elle fait un showcase dans le club de l'ancienne Belgique, et ceci a été enregistré par sur un mobile. Et elle chante la chanson de Bob Dylan qu'il a fait connaître. Voilà, la suite sur YouTube. Mais là aussi, donc on n'avait aucune trace du passage d'Adèle. Et c'est en googlant et en cherchant, etc., que j'ai découvert. On peut voir pratiquement l'entièreté de son concert à la baie ce jour-là. Puis j'ai contacté le monsieur qui a fait la vidéo, etc. Et voilà. Parce que c'est un concert qui n'a pas été annoncé puisque c'était un showcase. Vous voyez, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Alors voilà. Donc effectivement, on peut continuer aussi. Les gens ont faim. Toute la soirée avec des anecdotes, mais que vous allez retrouver dans le livre, parce que voilà, on peut parler du concert des Red Hot Chili Peppers aussi, hein, mais vous verrez, ou peut-être certains l'ont vu, mais du passage de Bowie, du passage d'Eddie Merckx lors d'un concert d'Arnaud. Enfin voilà, tout ça, toutes ces anecdotes sont dans le livre. Et puis voilà, on va poursuivre après la discussion avec Jon Rahl, mais je pense qu'on va faire une petite pause, hein, et on va se sustenter un petit peu. Voilà. Merci et merci beaucoup. À tout de suite. Voilà, merci.